Bonjour, bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous étudions le point 4 du polycopier sur les espaces vectoriels de dimension finie. On parle d'applications linéaires en dimension finie, notamment lorsque l'espace de départ est de dimension finie, puis ensuite lorsque l'espace de départ et d'arrivée sont de dimension finie. Alors, commençons par en dimension finie, caractériser une application linéaire. J'ai pris pour l'image, premier point donc, première possibilité de caractériser une application linéaire en donnant l'image d'une base, plus exactement en donnant l'image des vecteurs d'une base. Alors, j'ai pris des hypothèses un petit peu plus fortes que dans le polycopier. Je donnerai une généralisation juste derrière. On prend petit f qui est linéaire de grand E dans grand E', où grand E et grand E' sont non réduits à 0, mais sont des cas espaces vectoriels. Le premier, c'est-à-dire l'espace vectoriel de départ, étant de dimension finie, n, donc supérieure ou égale à 1. On peut considérer bêta égale E1, E2 jusqu'à En, une base de grand E. Alors, l'idée, c'est que si on fixe l'image de ces vecteurs dans E', préalablement, on fixe petit f. On exprime ça de la façon suivante. Pour V'1, V'2, V'n, je les ai appelés V' pour qu'on pense bien qu'ils sont dans E'. Alors, il existe f appartenant à grand linéaire, donc de grand E dans grand E' unique, tel que pour tout i dans 1n, l'image de EI, c'est V'I. On dit que l'image d'une base caractérise, l'image des vecteurs d'une base de E par F caractérise F. De plus, F est injectif si et seulement si l'image F de cette base, autrement dit les vecteurs de F de 1 jusqu'à F de n, est une famille libre dans E', et surjective si et seulement si la famille image des vecteurs de base, c'est-à-dire F de 1 jusqu'à F de En, est génératrice de E'. Alors ça, c'est très pratique, hein. Ça permet de caractériser une application linéaire et d'avoir toutes ses propriétés, en tout cas beaucoup, en étudiant l'image qu'elle donne des vecteurs de la base de l'espace de départ. Alors, on va prouver ça tout de suite. Alors, la remarque que je vous ai indiquée en introduction, c'est que cette propriété, elle est généralisable au cas où E admet une base même infinie. Dans ces cas-là, par exemple dans le cas de x, l'ensemble des polynômes, il faut considérer la base 1, x carré jusqu'à l'infini, et une application linéaire de k de x dans un espace vectoriel est caractérisée par l'image de 1, donc f de 1, de x, f de x carré, etc. 2 plus une conséquence de 2 et 3 est facilement compréhensible. F est linéaire de E dans E', mais bijective, c'est-à-dire à la fois injective et surjective. Si et seulement si la famille des images de vecteurs de la base, F de 1 jusqu'à F de n, est à la fois libre et génératrice dans E', c'est donc une base, si et seulement si, c'est une base de E'. Alors, prouvons 1. On fixe d'abord V'1, V'n dans grand E'. Pour x appartenant à E, on sait qu'il existe alors un n-uplet, je les ai appelés xi. Attention à ne pas confondre le vecteur x flèche avec les xi là, de 1 jusqu'à n qui sont, ça c'est ces coordonnées sur la base bêta. Comment le savoir? Parce que x s'écrit de façon unique, somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi ei. Alors, d'une part, si f vérifie la propriété voulue, à savoir quel que soit i appartenant à un n, f de ei égale v'I, on a f de x égale par linéarité de f, somme pour i égale 1 jusqu'à n, le xi est un scalaire ici, donc f de ei, et ça c'est la somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi fois v' i. Ainsi,
La fonction f est celle qui va de grand E, donc grand E prime, et qui à tout x s'écrivant forcément sous une somme, i égale 1 jusqu'à n des xi i, associe la somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi fois v'. Alors le deuxième point qu'il faut faire, hein, point réciproquement, je le fais là. Réciproquement, l'application ci-dessus, cette application est linéaire. Bien sûr, hein, si on multiplie x par lambda, tous ces xi sont multipliés par lambda, et donc son image aussi. Si on ajoute 2x, pardon, ces coordonnées, ces coordonnées là vont s'ajouter, vous aurez l'image d'un x qui s'écrit somme des xi et i plus y qui s'écrirait somme des y et i. Ce serait la somme des xi plus yi, v'. Et elle vérifie la propriété qu'on peut appeler étoile ici, là. Hop, la propriété voulue. Autrement dit, cette application-là est l'unique application linéaire qui va de grand E dans grand E', telle que étoile soit vraie. Alors, reste à voir à quelles conditions elle est injective et surjective. Alors, pour maintenant les points 2 et 3, on pose f de bêta égale f de 1 jusqu'à f de n, donc la famille des images des vecteurs de base. Rappel, bêta, c'est la famille E1 jusqu'à En, c'est une base de E, notre espace de départ. Alors, le point numéro 2, il faut montrer que la liberté de f de bêta caractérise l'injectivité de petit f. Alors, on fait ça en 2 points. Premier point, on suppose f injective et on considère des scalaires, lambda 1 jusqu'à lambda m, tels que la somme pour i égale 1 jusqu'à n des lambda i fi égale 0. Quel est notre but là? Montrer que les lambda sont tous nuls. Ça assurera que la famille f de bêta est libre. Oui, mais alors, si on est là, en utilisant la linéarité de petit f, ça fait la f de la somme pour i égale 1 jusqu'à n des lambda i qui vaut 0 de e'. Mais ça signifie que la somme qui est dans la parenthèse appartient au noyau de petit f. Or, le noyau de petit f, on sait qu'il est réduit au 0 de E, donc la somme pour i égale 1 jusqu'à n des lambda i, c'est le 0 de E. Oui, mais alors dans ces cas-là, je vous rappelle que c'est presque gagné. Les lambda i vont être tous nuls. Pourquoi? Parce que voilà une combinaison linéaire nulle des EI. Or, les EI forment une famille libre, donc les lambda sont tous nuls. La liberté de bêta assure alors que lambda 1 égale lambda 2 égale, etc. C'est-à-dire que mon nuplet de départ, lambda 1 jusqu'à lambda n égale 0 jusqu'à 0. Bon, et donc ici, ceci assure que ici on a supposé f injective, ceci assure que f de bêta est libre. Et alors, deuxième point, on fait réciproquement, on suppose réciproquement que f de bêta est libre et on veut montrer que
petit f est injective. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer qu'une propriété qui caractérise son injectivité est vraie, c'est le fait que le noyau de petit f est réduit au 0 de E. Et là, je fais ça tout de suite de l'autre côté. Alors, je poursuis la preuve. On prend x dans le noyau de f. On a x égale somme pour y égale 1 jusqu'à n des xi, où les xi sont les coordonnées de x sur la base bêta. Et d'autre part, puisque x est dans le noyau de f de x égale 0, le 0 de E'. Mais ça, alors, ça, on applique f à ceci. Hein. Hop. Donc l'image de x, ça fait, toujours par linéarité, ça fait somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi fois f de ei égale 0 de E'. Mais comme alors c'est ce qu'on a supposé, hein. On a supposé que f de bêta est libre. Mais comme f de bêta égale hop, est libre. Regardez, ça c'est une combinaison linéaire des éléments de f de bêta qui fait 0. On a x1 jusqu'à xn égale 0 jusqu'à 0 et x c'est le 0 de E. Alors ceci assure que le noyau de f ne contient que le 0 de E. Je vous rappelle que le 0 de E est toujours dedans. Donc si f de bêta est libre, le noyau de f ne contient que le 0 de E. Alors on a fait notre première l'équivalence du point numéro 2. Faisons l'équivalence pour le point numéro 3. Alors, là aussi, hein, il faut montrer que la surjectivité de petit f est caractérisée par le fait que f de bêta soit génératrice. Alors, on suppose que f est surjective, montrons que f de bêta est génératrice de E'. Alors, je prends un x', on aurait pu l'appeler y, je l'ai appelé x' pour nous faire penser qu'il est dans E'. Comme f est surjective, cet x' a un antécédent. Il existe x appartenant à E, tel que f de x égale x'. Là encore, on pose f de x égale somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi, où x1 jusqu'à xn sont les coordonnées de x' sur la base des ei. Oui, mais alors, on part de notre x', et on dit que c'est f de x, mais f de x, f étant linéaire, c'est la somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi fois f de ei, et x' appartient à l'espace vectoriel engendré par f de bêta. Alors, on a supposé que f était surjective, et ce que je viens de montrer là, ceci assure que E' est l'espace vectoriel engendré par f de bêta. L'espace vectoriel engendré par f de bêta est bien sûr inclus, et ce qu'on vient de montrer, c'est l'inclusion réciproque, d'où l'égalité, et f de bêta est génératrice. F de bêta est génératrice de E'. Alors, il reste la réciproque du point 3 que l'on fait tout de suite. Alors, terminons notre preuve. Il nous restait la réciproque de 3. On suppose ici que f de bêta est génératrice de E', et on doit montrer que petit f est surjective. Alors, on fixe un x' quelconque appartenant à E'. Le fait que f de bêta soit génératrice, je rappelle que f de bêta c'est la famille f de 1, f de 2 jusqu'à f de l. Comme elle est génératrice de E' et que x' est dans E', il existe des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n, tels que cet x' soit la somme pour i égale 1 jusqu'à n des lambda i f de ei. Oui, mais alors x'
Là encore, on utilise la linéarité de f, c'est-à-dire la somme c'est l'image pour la somme de i égale 1 jusqu'à n des lambda i ei. Et x' égale f de x, où x, cet x là, égale la somme pour i égale 1 jusqu'à n des lambda i ei. Je vais écrire bien. Hop, lambda i appartient à grand E. Alors, qu'a-t-on montré? Que tout élément x' de grand E' s'écrit f de x, où x est un élément de grand E. Ceci assure que petit f est surjective. Alors voilà, théorème important, hein. Une application linéaire est caractérisée par l'image qu'elle donne des vecteurs de la base de l'ensemble de départ. Si la famille de ces vecteurs images, si et seulement si, elle est injective si et seulement si la famille de ces vecteurs images est libre dans l'espace d'arrivée, et surjective si et seulement si la famille de ces vecteurs images est génératrice de l'espace d'arrivée. Une remarque sur l'utilisation de 1, l'unicité, c'est souvent comme ça que l'on fait. S'il y a une application est caractérisée par, veut dire que s'il y en a deux qui ont la même propriété, ce sont les mêmes. Je rappelle que si on appelle bêta égale 1 jusqu'à en une base de grand E, prenons f1 et f2 dans l'espace des applications linéaires de E dans E'. On a les équivalences f1 égale f2. Alors, a priori, ça veut dire que, je vous rappelle, hein, deux applications sont égales si et seulement si elles donnent de tout élément de l'ensemble de départ la même image. f1 de x égale f2 de x. Ça, c'est la définition. Mais plus intéressant, il suffit que quel que soit i appartenant à un n, f1 de ei égale f2 de ei. Autrement dit que f1 et f2 coïncident sur la base bêta. Deux applications de E dans E' sont égales si et seulement si elles coïncident sur la base, une base en tout cas, de grand E. Voilà pour cette première façon de caractériser une application linéaire et ses propriétés, utiliser une base. On en voit tout de suite une deuxième. Alors, deuxième façon de caractériser une application linéaire. Hein. On est toujours dans ce paragraphe. Par les restrictions à des sous-espèces vectorielles supplémentaires. La proposition est la suivante. On a déjà vu comme un complément quand on a parlé de projecteurs et de symétrie. On suppose encore que petit f est linéaire de grand E dans grand E'. Et cette fois, on suppose que grand E est la somme directe des sous-espaces vectoriels f1, f2 jusqu'à fp. Je vous rappelle que étoile s'écrit grand E égale f1 plus f2 plus 3 petits points plus fp. Et ça signifie quoi ça? Je vous le rappelle, tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme la somme d'un vecteur de f1 puis d'un vecteur de f2 puis d'un vecteur de fp. Alors, voilà notre hypothèse, c'est qu'en fait on peut couper E en une somme directe des fk. La propriété dit que si je fixe une première application linéaire qui va de f1 dans E', une deuxième qui va de f2 dans E', jusqu'à une pn qui va de fp dans E', je les fixe, il existe une application linéaire f unique de E dans E', telle que chaque fk soit la restriction de petit f à grand fk. Pour tout cas appartenant à 1p, la restriction de f à grand fk, c'est petit fk. Cette propriété, disons que je l'appelle p, puisque j'ai déjà mis une étoile. Alors on va procéder comme tout à l'heure. On va supposer que f existe et vérifie p.
Et on va montrer qu'il n'y en a qu'une possible. On vérifiera que celle-ci fonctionne. Alors, si f existe et vérifie p pour un x appartenant à E, ben, on utilise ce que je vous ai dit ici. X se découpe en x1 plus x2 plus x3 plus xp, où x1 est dans f1, x2 est dans f2, xp est dans fp. Mais alors, par linéarité, f de x est f de x1 plus f de x2 plus f de xp. Mais x1 est dans f1, et donc f de x1, c'est f1 de x1, puisque f1 est la restriction de f à grand F1. x2 est dans grand F2, et donc f de x2, c'est f2 de x2. Idem pour xp, qui est dans grand fp, donc f de xp, c'est fp de xp. Alors, ceci nous donne un seul suspect, une seule application possible que je vais décrire juste tout à l'heure, et il restera à montrer qu'elle vérifie bien la propriété voulue. Et surtout qu'elle est linéaire, mais ça c'est facile. Alors, j'ai résumé ici la forme que prend f, la seule f possible qui vérifie la propriété qu'on a appelée p. C'est l'application qui va de E dans E'. Alors, elle s'écrit un peu longuement parce que, au lieu d'écrire un x tout simple, ici, il faut écrire un x qui est la somme pour k égale 1 jusqu'à p des xk, sachant que chaque xk est dans fk. Cette égalité caractérise x parce que les grand F1 jusqu'à grand Fp sont en somme directe. Un x comme ça, ça associe la somme pour k égale 1 jusqu'à p des fk de xk, les fk étant les applications préalablement fixées. Réciproquement, on suppose l'application ci-dessus, on va vérifier, elle existe, hein, on l'a sous les yeux. Et on va vérifier qu'elle est linéaire, puis qu'elle a pour restriction sur chaque grand fk l'application petit fk. Alors la linéarité, j'ai pris y qui est la somme pour k égale 1 jusqu'à p des yk, où chaque yk est dans grand fk, lambda mu dans k carré, on écrit lambda x plus mu y. Alors x est comme ça, y est comme ça, on fait la somme pour k égale 1 jusqu'à p des lambda xk plus mu fois yk. Oui, mais ici, vous avez vu que j'ai regroupé tout sous le même signe de somme, hein. Mais ici, pour chaque k, xk et yk sont des éléments de grand fk, qui est un sous-espace vectoriel. Donc ça reste à l'intérieur de grand fk. Les grands fk sont stables par combinaison linéaire. Alors quand on applique f à ce truc-là, on a ici des choses qui sont dans les fk. Autrement dit, il faut appliquer fk à chacun des termes. Et c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à f des fk de ce vecteur, là, lambda xk plus y fk. Je répète, pour avoir l'image d'un vecteur, il faut appliquer fk à chaque partie de x, sur sa composante de x sur les grands fk. Mais ça, en utilisant les linéarités de chaque petit fk, c'est la somme pour k égale 1 des fk xk précédé de lambda, plus mu fois la somme pour k égale 1 jusqu'à p des fk précédé de lambda. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors, vous voyez que c'est lambda fois f de x plus mu fois f de y. Ce qui assure la linéarité, en effet, hein, je viens de le faire. Alors, reste à voir maintenant que sa restriction à un f donné, alors on va l'appeler fk, hop. Donc, soit fixons k entre 1 et p et prenons x appartenant à fk. X, il s'écrit 0, plus 0, plus ici vous allez avoir un x lui-même. Celui-là dans f1, celui-là dans f2, celui-là dans fk. Et puis vous repartez avec des zéros derrière là. Celui-là étant dans grand FP. Mais alors dans ces cas-là, f de x, c'est f de 0, mais ça c'est, on sait par linéarité que, hop, f de 0 plus f, f de 0 ça fait 0, hein. F de 0, toute application linéaire, on voit 0. Sur 0, donc ça fait f de 0, plus f de 0, plus f de 0, plus... Ah non, là, il vient ici... alors, je reprends la phrase. Je vais l'écrire. f1
de 0 plus f2 de 0 plus là plus fk de x plus f 3 petits points plus fp de 0. Mais alors, quel 0? Les 0 de E, hein, bien sûr. Je ne le précise pas, mais... Enfin, si, allez, je le précise. Ici, c'est des 0 de E. Oui, mais alors... Mais tout ça, c'est nul parce que les applications sont toutes des applications linéaires. Donc, ça fait f de x. Vous voyez que c'est fk de x. Autrement dit, pour tout x dans grand fk, f de x, c'est fk de x. C'est-à-dire que, ainsi, fk est la restriction de f à grand fk. Alors, pardon pour les applications qui s'appellent petit fk et les espaces vectoriels qui s'appellent grand fk. J'ai essayé de prononcer l'un et l'autre à l'écrit. Je pense que c'est clair, ceci. Donc, nous dit qu'une application linéaire est caractérisée par ces restrictions sur des sous-espaces vectoriels supplémentaires de l'espace de départ. Alors, une remarque sur l'utilisation de la propriété que l'on vient de démontrer. Je le fais dans le cas P égale 2 parce que c'est plus simple à écrire et qu'on a déjà rencontré un exemple de cela. Au lieu d'écrire F1 et F2, j'écris grand F et grand G. Deux sous-espaces vectoriels supplémentaires d'un grand E. Bon là, il aurait été délicat d'appeler F1 et F2. Je les ai appelés phi et psi, deux applications linéaires de grand E dans le grand E'. D'après la propriété, elles sont égales si et seulement si les restrictions alors de phi à F et de phi à G sont les mêmes que celles de psi à F et de psi à G. Un rappel et un exemple. Quand est-ce que phi est la symétrie que j'ai appelée S par rapport à F parallèlement à grand G? Si et seulement si la restriction de phi à F, c'est l'application S restreinte à F. Mais ça, on connaît bien. Les applications symétrie par rapport à grand F, on voit tous les éléments de X sur eux-mêmes. Autrement dit, la restriction de S à grand F, c'est l'application qui va de grand F dans grand E et qui a X associe X. Et d'autre part, la deuxième condition pour que phi soit égal à la S, c'est que sa restriction à G, ce soit S restreint à G, mais S restreint à G est l'application qui va de G dans E et qui a X associe moins X. Autrement dit, ça a lieu si et seulement si, quel que soit X appartenant à F, phi de X égale X, et d'autre part, quel que soit X appartenant à G, phi de X égale moins X. N'oubliez pas ici que phi appartient à L2, hein, sinon, il faut avoir ça préalablement, sinon ça ne marche pas. Et de plus, vous pouvez adapter pour caractériser les projections. Alors, soit sur F parallèlement à G, soit sur G parallèlement à F, par exemple. Celle sur F parallèlement à G, là c'est X donne X et X donne 0. Voilà, alors on passe à un autre paragraphe sur les conditions pour que deux espaces vectoriels soient isomorphes, c'est-à-dire qu'il existe une application linéaire et bijective de l'un dans l'autre. Alors, donnons une condition nécessaire et suffisante pour que deux k-espaces vectoriels de dimension finie soient isomorphes. Alors, je les appelle E et E', ces deux k-espaces vectoriels. Je suppose qu'ils ne sont pas réduits à 0, c'est-à-dire que leur dimension, c'est des entiers supérieurs ou égal à 1. La propriété qui est là assure qu'il existe un isomorphisme de E dans E'. Hop! Si et seulement si la dimension du premier égale la dimension du deuxième. Alors, il existe un isomorphisme de E dans E', se dit E et E' sont isomorphes.
Et ce vocabulaire, être isomorphe, c'est-à-dire être tel qu'il existe une application linéaire bijective de l'un dans l'autre, peut être utilisé pour des espaces vectoriels quelconques, pas forcément des espaces vectoriels de dimension finie. Alors, faisons la preuve en deux temps, puisqu'il s'agit d'une équivalence. On suppose d'abord qu'il existe un isomorphisme de E dans E', c'est-à-dire petit f linéaire de grand E dans grand E', tel que f est bijective. Alors, qu'est-ce qu'on pose? N égale dimension de E. Et on choisit une base E1 jusqu'à En, une base de E. Alors, qu'a-t-on vu précédemment? Que ce que j'ai appelé f de bêta, c'est-à-dire la famille f de E1 jusqu'à f de En, d'une part, on caractérise f et donne par ses propriétés l'injectivité ou la surjectivité. La surjectivité, on l'a, l'injectivité, on l'a. Alors l'injectivité assure que ça, c'est une famille libre dans E'. La surjectivité dit que ça, c'est une famille génératrice de E'. Autrement dit, est une base de E'. Mais elle a combien de vecteurs? Alors on les voit, là, il y en a n. Donc, la dimension de E', c'est n. Si deux espaces vectoriels, de dimension finie sont isomorphes, alors ils ont la même dimension. Faisons la réciproque tout de suite. Alors, on termine notre preuve réciproquement. On suppose que dimension de E égale dimension de E', je l'appelle n. Alors je peux choisir une base à l'arrivée au départ, qui a n éléments, je l'appelle E1 jusqu'à En, bêta, et à l'arrivée une base bêta', E1' jusqu'à En'. Elles ont chacune n éléments puisque c'est la dimension de chaque espace. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer l'application f linéaire de E dans E', caractérisée par l'image qu'elle donne de la base bêta, c'est-à-dire quel que soit k appartenant à quel que soit k appartenant à un n, f de ek, on va bien sûr l'envoyer sur E'K. C'est-à-dire qu'on envoie E1 sur E'1, E2 sur E'2, E', dans ces cas-là. Dans ces cas-là, justement, f de bêta, c'est bêta'. C'est une base de grand E, donc f est bijective. Et c'est donc un isomorphisme. Il existe un isomorphisme de E dans E', c'est f. Isomorphisme parce que linéaire est bijective. Alors une application intéressante, soit E un cas espace vectoriel de dimension finie, je ne précise pas encore quelle est cette dimension. Quand est-ce qu'un tel espace est isomorphe à k exposant n? Eh bien si et seulement si la dimension de E c'est la dimension de k exposant n. Autrement dit, si et seulement si la dimension sur k de grand E c'est n. Je précise k parce que là, il peut peut-être il y avoir des problèmes quand k est soit R soit C. Alors, ça c'est important. Et de plus, ce qui est aussi intéressant, c'est l'application f qu'on a utilisée là. Dans ce cas, c'est l'application qui, à chaque vecteur, va donner le NUP de ses coordonnées dans une base. En effet, si je fixe une base bêta égale E1 jusqu'à En, puisque maintenant j'ai supposé que dimension de k sur E, de E sur k, égale n, je peux fixer une base ainsi. L'isomorphisme f que j'ai là, c'est celui qui envoie E1 sur 1 et que des zéros. E2 sur 0, 1 et que des zéros. En fait, qui va de E dans k exposant n et qui a un x
égale somme pour k égale 1 jusqu'à n des xk ek associe le n-uplet de ces coordonnées x1, x2, xn. En effet, ça c'est bien une application linéaire et c'est celle qui a E1 associe 1 et que des 0 et à E2 associe 0, 1 et que des 0. Ça c'est l'application qui a un vecteur, associe ses coordonnées dans la base bêta. Je l'ai appelé phi bêta. Voilà pour ce théorème. Passons au point suivant, 4.3, la dimension de L de E dans E'. Bon, c'est pas un point capital, on va pas s'étendre trop sur la preuve, d'autant que la propriété deviendra assez évidente quant à une application linéaire de E dans E', qui sont tous les deux de dimension finie, on associera une matrice. Vous verrez, ça sera beaucoup plus simple à comprendre à ce moment-là. La proposition qu'il faut connaître néanmoins, c'est la suivante, soit E et E' 2K espaces vectoriels de dimension finie, non nuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas réduits à 0. Tous les deux, on sait que l'ensemble des applications linéaires de E dans E' est lui-même un espace vectoriel. Alors, dans ce cas-là, il est de dimension finie, et sa dimension, c'est dimension de E fois dimension de E'. Alors, la preuve, je vous laisse la lire, mais je vous donne quand même l'idée. On utilise une base bêta qui s'appelle E1 jusqu'à En de grand E, où on a posé n égale dimension de E. Une base que j'ai appelée bêta', E'1 jusqu'à E', où on a posé P égale dimension de E'. Et alors, on montre qu'une base de l'ensemble de toutes les applications linéaires de E dans E', c'est une famille de I fois J, de N fois P objets, les F, I, J, où I varie entre 1 et N et J varie entre 1 et P, ce qui vous montre qu'il y a N fois P objets dedans. Alors, comment la caractériser, la F, I, J? D'abord, elle doit être linéaire, de E dans E', et on la caractérise en donnant l'image qu'elle donne de la base bêta. Alors, l'idée, c'est qu'elle envoie EI sur EJ, et tous les autres sur 0. C'est-à-dire que pour tout k appartenant à un n, Fij de EK, c'est EJ si k égale I, et c'est 0 de E' si k est différent de I. Alors, on montre, je vous laisse lire la preuve si vous voulez dans le polycopier, que ceci est une famille qui est à la fois libre et génératrice, une base de l'ensemble de toutes les applications de E dans E'. Or, cette famille-là, 1 plus petit que I plus petit que N1 plus petit que J plus petit que P, comporte N fois P applications. Qui permet de conclure, puisque si elle forme une base de l'ensemble des applications linéaires de E dans E', celui-ci est donc de dimension n fois p. Alors, par exemple, l'ensemble de toutes les applications linéaires de R2 dans R3 forment un espace vectoriel de dimension 6. Voilà. Alors, on passe à un point qui vraiment, lui, est plus important, c'est le théorème du rang. La définition du rang d'une application et le théorème du rang. Alors, voyons donc ce point important. Le rang d'une application linéaire et le théorème qui va avec, le théorème du rang. Alors, soit E et E', 2K espace vectoriel, où E est de dimension finie. J'ai choisi non nul, donc les deux sont non restreints à 0, et E est donc de dimension finie, n appartenant à n étoiles. Alors, la définition suivante, hop, on appelle rang de f la dimension de son image. Alors, ça mérite une explication. L'image de f
est un sous-espace vectoriel de E'. Mais comme c'est l'image par une application linéaire d'un espace de dimension finie, qui est grand E, il va être de dimension finie. Alors, retenir l'égalité, le rang de f, c'est la dimension de son image. On utilise très souvent une base de grand E pour bien voir, enfin, bien comprendre ce que c'est que le rang de f, et notamment le fait que c'est un entier fini. On pose dimension de E égale n, n appartient à une étoile, je l'ai dit, et on choisit une base bêta égale E1, E2 jusqu'à En de l'espace grand E de départ. Alors, cette base, c'est une famille génératrice. Autrement dit, E, c'est l'espace vectoriel engendré par E1 jusqu'à En. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que c'est que l'image de f? Alors, je vous rappelle la définition. C'est l'image directe de E par f. Mais d'après les propriétés qu'on a vues sur l'image des familles de vecteurs, ça, on sait que c'est l'espace vectoriel engendré par f de E1, f de E2, jusqu'à f de En. Alors, je vais l'écrire tout de suite de l'autre côté, mais qu'est-ce que ça va être que le rang de f? Ça va être la dimension de cela, là. Alors d'abord, vous voyez que c'est un espace vectoriel de dimension finie, puisque c'est un espace vectoriel engendré par une famille finie. Et ça va être la dimension d'espace vectoriel engendré par ces vecteurs. Ça porte un nom, c'est le rang. Autrement dit, le rang de f, c'est le rang de la famille de vecteurs f de 1 jusqu'à f de n, où bêta est une base de E. On écrit ça tout de suite de l'autre côté. Alors, on poursuit notre travail sur le rang d'une application linéaire. Si bêta égale E1 jusqu'à En est une base de E, et f est linéaire de grand E dans grand E', la dernière égalité entre espaces peut être transférée sur leur dimension. Donc, si vous prenez le rang de la dimension de l'image de f, ça s'appelle le rang de f, et la dimension d'espace vectoriel qu'on vient d'écrire, c'est dimension d'espace vectoriel engendré par f de 1, f de 2 jusqu'à f de n. Ça porte un nom. Le rang de f, c'est donc le rang de la famille des f de E, où E sont les éléments de la base. Alors, on a donc quelque chose de très important, puisque vous savez que le rang d'une famille ne peut pas être plus grand que la longueur de cette famille. Autrement dit, le rang de f est inférieur ou égal ici à n, c'est-à-dire à la dimension de E. Rang de f plus petit que dimension de f. De plus, on sait que f est injectif si et seulement si la famille des images de vecteurs de base est libre, c'est-à-dire, et ça, voir le cours sur les rangs, le rang d'une famille de vecteurs, si et seulement si le rang de la famille f de 1 jusqu'à f de n est maximal, c'est-à-dire n. Aussi, à retenir, f appartient à L de E dans grand E', est injectif si et seulement si le rang de f égale n égale dimension de E. On dit le rang est toujours plus petit que la dimension de départ et égal si et seulement si l'application est injective. Ajoutons quelque chose tout de suite lorsque E' lui-même est de dimension finie. L'image de f est inclue dans grand E', bien sûr, et inclus comme un sous-espace vectoriel. D'accord? Mais si c'est un sous-espace vectoriel, sa dimension est plus petite que celle de E'. Donc, le rang de f est toujours plus petit que la dimension de grand E' quand grand E' est de dimension finie. De plus, quand est-ce que f est surjective, surjective, si et seulement si, avec nos notations de tout à l'heure, là, f de E1 jusqu'à f de En est une famille génératrice et génératrice de E'. Et ça, c'est le cas si et seulement si, donc f appartient à linéaire de grand E dans grand E' et
surjective. Alors, quand est-ce que c'est le cas? Si et seulement si le rang, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendrée par tout ça là, c'est la dimension de E'. Si ça est génératrice, ça veut dire que la dimension de l'espace vectoriel qu'il engendre, c'est... Alors, l'espace vectoriel qu'il engendre, c'est E', donc la dimension de l'espace vectoriel qu'il engendre, c'est dimension de E'. Autrement dit, si et seulement si rang de F égale din de E'. Et à retenir, dans le cas où E' est de dimension finie, alors il y a l'inégalité du rang avec la dimension de l'arrivée, et égalité si et seulement si, il y a égalité du rang si et seulement si F est surjective. Rang de F égale dimension de E'. Je répète, ce qui fait marcher tout ça, c'est que l'espace vectoriel engendré par f de 1 jusqu'à f de n, c'est l'image de petit f. Alors, voilà les propriétés du rang, sans qu'on ait encore écrit le théorème qui va avec. Je vais le faire maintenant. Bon, on va énoncer le théorème du rang en deux temps. Le théorème 1, qui est ici, est presque aussi important à connaître que le théorème 2, qui sera le théorème du rang. Alors, je l'énonce, soit f appartenant à L de E dans E', c'est-à-dire une application linéaire d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel E', où celui de départ, E, est de dimension finie. Si A est un supplémentaire du noyau de F dans grand E, alors qu'est-ce que ça veut dire ça déjà? Le noyau de F est un sous-espace vectoriel de grand E, et en dimension finie, tout sous-espace vectoriel admet un supplémentaire. Autrement dit, si A est tel que E est la somme directe de A et de noyau de F, on a quelque chose, hein, c'est ça qu'énonce l'hypothèse. Si A est en somme directe avec le noyau de F pour former E, alors quoi? Alors la restriction de F à A réalise un isomorphisme de grand A dans image de F. Voilà le théorème. Il faut un peu comprendre ce que cela signifie. Qu'est-ce que c'est déjà que la restriction de F à A? C'est l'application qui va de A dans E' et qui à X associe F de X. Alors, bien sûr, elle est linéaire parce que le procédé qui à X associe F de X est un procédé linéaire. De plus, pour tout X dans A, F de X, c'est F de quelque chose de E. C'est un F de X avec X dans E puisque X est dans A. Donc, il est dans l'image de F. On peut dire que F restreint à grand A est A valeur dans image de F. Alors, étoile signifie que finalement on peut co-restreindre F restreint à A en mettant image de F à l'arrivée. Et le théorème signifie que ceci est un isomorphisme de A dans image de petit f. Alors, dans la suite, on pose, on va pas garder cette notation là, on pose phi égale la restriction de petit f à grand A et co-restreinte à l'image de petit f. Alors, il s'agit de montrer que phi est bijective, parce que c'est déjà une application linéaire. Reste à voir qu'elle est bijective. On fait ça tout de suite. Faisons donc la preuve. Alors, phi est l'application qui va de grand A dans image de f et qui a x associe f de x. On a vu qu'elle était linéaire et on veut montrer qu'elle est bijective. On va procéder en deux temps. D'abord montrer qu'elle est injective, et ça on sait que ça revient à montrer que son noyau est réduit à 0. Je prends donc x qui est dans le noyau de phi. Alors, être dans le noyau de phi, c'est être dans A et avoir par image par phi 0. Autrement dit, f de x égale 0. Donc ici, x appartient à A, interne noyau de phi. Hop. Voilà.
le noyau de petit f, puisque f de x égale 0. Or, A inter le noyau de petit f, c'est le vecteur nul, parce que A et le noyau de f sont supplémentaires ici. Donc, x égale 0. Ceci assure que le noyau de phi, alors ici c'est le 0, attention, on va préciser les choses. F de x c'est le 0 de e', et donc c'est le 0 de e. Donc x égale 0 de e. Ceci assure que le noyau de phi est restreint au 0 de e, et donc phi est injective. Alors, il faut montrer qu'elle est surjective maintenant. Là, on utilise le fait que son ensemble d'arrivée, c'est image de f, soit y appartenant à image de f. Par définition, il existe un vecteur que je vais appeler v, appartenant à E, tel que y égale phi de v. Mais alors là, on n'a pas tout à fait gagné, parce qu'on voudrait, nous, que y soit un f de quelque chose dans A. Mais comme E, c'est A plus noyau de petit f, on peut décomposer notre v. V, il s'écrit petit a plus petit h, ce truc-là étant dans A, et ce truc-là étant dans noyau de petit f. Si on veut faire quelque chose de plus joli, on écrit A, H appartient à un point noyau de f. Alors, si on calcule f de v, c'est par linéarité f de a plus f de h. Hop, f de a, j'essaie de faire quelque chose de joli. F de petit a plus f de h. Mais comme h est dans le noyau, ça c'est 0 de e'. Et donc c'est f de a. Ainsi, y, c'est f de petit a, où a appartient à grand A. Alors, on a pris un élément de l'image de f et on a montré que c'était c'est l'image d'un élément de A. Autrement dit, ceci assure que phi, oui, parce que ici f de A c'est phi de A, puisque si f de A, quand A est dans grand A, f de A et phi de A c'est la même chose, donc y égale phi de A. Ceci assure que phi est surjective. Alors ça achève la preuve, et donc à retenir, la restriction de phi à un supplémentaire du noyau réalise un isomorphisme de ce supplémentaire vers image de f. On dit souvent que le supplémentaire du noyau de f est isomorphe à l'image de f. Un supplémentaire du noyau de f est isomorphe à l'image de f. Alors ça va nous donner le théorème du rang qu'on va écrire tout de suite. Alors voilà donc le théorème, que j'ai appelé théorème 2 parce qu'il y avait un théorème 1, dit Durand, soit f une application linéaire de E dans E', E et E' étant deux espaces vectoriels sur le même corps, de quel espace vectoriel. On suppose que E, l'ensemble de départ est de dimension finie, alors on a dimension de E égale rang de f plus dimension de son noyau.
Attention, le théorème du rang donne une égalité entre nombres entiers. Encore une fois, hein. C'est pas une égalité ensembliste. Alors, vous allez voir, le théorème 1 permet très vite de conclure. Évidemment, noyau de F est un sous-espace vectoriel de E. Je peux en prendre un supplémentaire, soit A, un supplémentaire du noyau de F dans E. On a E et la somme directe de A et de noyau de F. Alors, le théorème 1 assure que A et image de F sont isomorphes. Et je rappelle que ça veut dire il existe un isomorphisme qui va de l'un dans l'autre. On a donc, puisque ce sont deux espaces vectoriels, A étant un espace vectoriel de dimension finie, dimension de A égale dimension de l'image de F. Ça, c'est parce que on a vu précédemment une caractérisation du fait que deux espaces sont isomorphes. S'ils sont isomorphes, ils ont la même dimension. Mais la dimension de l'image de F, ça porte un nom. Ça s'appelle le rang de F. Or, enfin, cette égalité-là donne dimension de E. Alors, c'est bien une somme directe, hein, égale dimension de A plus dimension du noyau de F, ce qui permet de conclure, ce qui donne, je laisse un peu sécher, ce qui donne l'égalité voulue. Vous voyez que là, c'est somme directe donne dimension de A plus dimension du noyau de F. Alors, théorème à retenir, bien sûr, important, hein, qui donne finalement un lien entre la taille du noyau et de l'image, la somme des dimensions des deux et la dimension de l'espace de départ. Il faut l'apprendre en sachant bien ce que c'est que le rang. Le rang, c'est la dimension de l'image. Et je répète, ce n'est pas une égalité ensembliste, c'est juste une égalité entre nombres. La dimension de l'espace de départ est égale à la dimension de l'image plus la dimension du noyau. C'est ça le théorème du rang. Alors, j'ai fait ici un petit schéma qui est une tentative pour illustrer la situation. Ici, j'ai dessiné E comme si c'était un espace vectoriel de dimension 4, dont le noyau serait un plan qui lui-même aurait un supplémentaire qui est un plan. Hein, c'est un petit peu délicat. 0 de E est bien à l'intérieur de l'un et de l'autre, hein, puisqu'il appartient à tous les sous-espaces vectoriels. L'idée, c'est que tous les vecteurs qui sont dans A, ici, là, sont envoyés de façon bijective dans l'image de F par un isomorphisme, là. Tac, 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 tac. D'où la dimension, hein, ce qu'il y a là, c'est notre isomorphisme phi de tout à l'heure. Donc en fait, A et image de F ont, alors attention, la même taille, entre guillemets, c'est-à-dire en fait la même dimension. Et les vecteurs qui sont dans le noyau, eux, ils sont envoyés sur, hop, tous sur 0, vous le, hop, savez bien. Et comme tout vecteur peut se couper en un élément du noyau et un élément de A, son image, ce n'est que ça. Alors, vous voyez que là, bon, ça donne peut-être une idée. La dimension de E, c'est la dimension du noyau plus la dimension de A, qui elle-même est la dimension de l'image. Donc, dimension de E égale dimension du noyau plus dimension de l'image, c'est-à-dire dimension du noyau plus rang. Alors, c'était une tentative. Hein. K où E' est de dimension finie. Ça, c'est intéressant, notamment pour la surjectivité. F est surjective si et seulement si son image, c'est tout l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire si et seulement si image de F, c'est E'. Si la dimension de ces deux choses sont égales, donc, puisque ça, c'est un sous-espace vectoriel de ça. Alors ça, on l'a déjà vu, hein. C'est si et seulement si, le rang de F, c'est la dimension de E'. Déjà vu ça.
Mais avec le théorème, rang de f, vous pouvez l'écrire comme dimension de E moins dimension du noyau de petit f. Alors ça peut être une forme, hein, peut-être pas à retenir, mais à retrouver. Surjective si et seulement si la dimension de l'arrivée, c'est la dimension du départ moins la dimension du noyau. Et quand est-ce que f est injective? Alors ça c'est déjà vu, on n'a peut-être pas besoin du théorème du rang, mais enfin ça le confirme. C'est si et seulement si son noyau est réduit à 0, donc si et seulement si la dimension du noyau est réduite à 0, et le théorème du rang dit si et seulement si dimension de E égale rang de petit f. Déjà vu, mais intéressant quand même à rappeler. Ici, hein, déjà vu. Alors, voilà qui donne des conditions nécessaires et suffisantes de injectivité et surjectivité dans le cadre d'une application entre un espace vectoriel de dimension finie dans un autre. Alors, ça sera encore plus particulier quand les deux dimensions seront les mêmes, et encore plus particulier quand les deux espaces seront les mêmes. On finit là-dessus. Alors, terminons cette vidéo avec deux exemples importants d'utilisation du théorème du rang, deux cas particuliers. Le premier où quand la dimension de l'espace de départ et la dimension de l'espace d'arrivée sont les mêmes. Donc soit f appartenant à linéaire de E dans E' ou E et E' sont deux cas espaces vectoriels de même dimension. Important, hein? Même dimension. Alors, on a équivalence entre la bijectivité, l'injectivité et la surjectivité de petit f. Alors, les applications de gauche vers droite sont évidentes. Hein. Si f est bijective, elle est à la fois injective et surjective. Alors, supposons dans un premier temps que petit f est injective. On a noyau de f égale à 0. La dimension du noyau de f, c'est le nombre 0, et le théorème du rang donne rang de f égale dimension de E. Mais ici, rang de f, c'est la dimension de E', puisque dimension de E égale dimension de E'. Et f est surjective. Donc si f est injective, alors f est surjective. Oui, je vous rappelle que ça, là, si le rang de f égale la dimension de E, ça veut dire que l'image qui est incluse dans E a la même dimension. Donc ça veut dire que image de petit f égale E'. Puisque ça, c'est un sous-espace vectoriel de ça. S'ils ont et ça, c'est la dimension de celui-là. Donc, s'ils ont la même dimension, ils sont égaux. S'ils ont la même dimension, ils sont égaux. Donc, f est surjective. En deuxième point, on suppose que petit f est surjective. Alors là, on a justement image de petit f égale grand E'. Et donc, si on passe aux dimensions, ça fait rang de petit f égale dimension de grand E'. Donc ici, dit rang de f égale dimension de E. Mais ça, alors, le théorème du rang donne, puisque la dimension de E, c'est le rang plus la dimension du noyau, ça donne que la dimension du noyau égale 0, et le noyau de petit f est réduit à 0. C'est bien sûr le 0 de E dont il s'agit ici. Et donc, f est injective. Alors vous voyez que si elle est injective, elle est surjective, et si elle est surjective, elle est injective. Donc si elle est injective, elle est bijective, et si elle est surjective, elle est
injective à retenir, hein, mais ça ne marche que quand les espaces de départ et d'arrivée ont la même dimension. Dans ces cas-là, injectivité, surjectivité et bijectivité sont des propositions équivalentes. Mais dans ce cas-là seulement, hein, égalité des dimensions. Alors il y a le cas encore plus particulier, et on va vraiment terminer avec ça, cette fois c'est où E égale E'. Alors bien sûr, ça sera vrai. Alors on termine avec l'application du théorème du rang, cas où E égale E', soit F appartenant à un linéaire de E dans E, donc de L de E, ça s'appelle un endomorphisme de F. De E, pardon. On a les équivalences. Les équivalences, alors, F est bijectif. Je rappelle que ça s'écrit F appartient à GL de E. Si et seulement si F est injective, comme on vient de le voir. Ce qui s'écrit si et seulement si son noyau est réduit à 0. Et si et seulement si F est surjective, c'est-à-dire ce qui s'écrit image de F égale E, ce qui s'écrit aussi, je l'écris là, si et seulement si, donc le rang de F égale la dimension de E. Alors, ça donne beaucoup d'équivalence pour montrer que quelque chose est un automorphisme. Hop. Quand on a affaire à un endomorphisme, c'est un automorphisme. Alors, en général, on étudie son noyau. Si le noyau est nul, c'est un automorphisme. Si l'image de F égale E, c'est-à-dire si le rang de F égale la dimension de E. Je vous rappelle, ça c'est vrai parce que l'image de F est incluse dans E. Un petit rappel, l'image de F c'est inclus dans E. Ici, l'image de F est inclue dans E, comme un SEV d'ailleurs. Et donc c'est égal si et seulement si leurs dimensions sont égales. La dimension de l'image de F, c'est le rang de F. Alors, voilà qui termine cette sur cette petite astérisque qui termine cette vidéo. Alors j'ai rajouté des conséquences du théorème du rang juste après, contrairement au polycopier qui mettait ça dans un paragraphe à part. On fera une vidéo bien sûr pour continuer à utiliser le théorème du rang dans d'autres cas, et notamment revenir sur la dimension d'une somme de sous-espaces d'une autre façon. Vous verrez ça. À bientôt!